Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi de mon côté, forcément ça va puisque la F2, bon forcément la F1 aussi, mais la F1 et la F2 reprennent. Donc forcément ça fait plaisir. Je vais peut-être pas commencer tout de suite puisqu'il y a moins de monde que d'habitude. Je crois que j'ai lancé mon live à une heure un peu trop précoce, un peu trop tôt. Donc je vais attendre un peu, mais donc du coup j'ai préparé un petit truc pour voir les principales choses à voir durant ce week-end de F2 et Dieu sait s'il y en a quand même. Notamment évidemment, j'ai surtout envie d'attendre avant de commencer ça puisqu'on va commencer par le leader, par Théo Pourchaire évidemment. On va commencer à parler du leader du championnat qui avait fait voilà un premier week-end exceptionnel et qui va être encore plus attendu ce week-end puisque c'est un week-end vraiment extrêmement particulier pour lui. C'est un circuit où il a eu beaucoup de malchance, en tout cas, surtout les 2 années précédentes. Et surtout, il y a aussi tout plein d'autres pilotes qui doivent vraiment se relancer après un premier week-end catastrophique. Il y a Jack Doohan, il y a Frédéric Vesti, il y a Oliver Behrman, enfin les deux prémas. Beaucoup de candidats au titre qui ont pêché, hein, qui ont pêché à Bahreïn. Et aussi, il faudra voir quelle sera la progression aussi pour Victor Martins, pour Isaac Hadjar. J'ai donc préparé ce magnifique, splendide petit diaporama. Donc Jeddah, c'est déjà la troisième année quand même que la F1 et la F2 viennent. On se souvient quand même d'éditions assez mémorables, aussi bien au niveau des crashs, aussi bien au niveau des décisions de la direction de course, euh, plus ou moins farfelues et qui n'étaient pas toutes liées à Michael Masi. Donc voilà, on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'il va y avoir de la safety car, on sait qu'il va y avoir de la virtual safety car, il va y avoir de la casse. Voilà, c'est quand même un week-end extrêmement particulier. Un petit point au championnat, forcément, donc on en a parlé, mais Théo Pourchaire donc est leader du championnat, avec quand même seulement 4 petits points. Ouais, le petit PowerPoint de collégien, exactement. J'en suis tout fier. J'en suis tout fier. Mais donc voilà, donc Théo Pourchaire qui a 4 points d'avance sur son plus proche rival, Ralph Boschung. On en a parlé le lundi après Bahreïn, mais voilà, Ralph Boschung deuxième, c'est quand même une surprise assez phénoménale. Il va falloir voir s'il va pouvoir continuer sur cette lancée en tout cas. Ensuite, on a Zayn Maloney qui est le meilleur rookie pour le moment après son podium en course principale, suivi de Kouchmini. Ensuite, on a Richard Verschoor, Ayumu Iwasa. Et pour compléter le top 10, on a Victor Martins et Isaac Hadjar, donc 9e et 10e avec le même nombre de points. Et puis ensuite, surtout, en dehors des points, on a des pilotes en tout cas, qui n'ont rien à faire là, ou en tout cas, on ne s'attendait pas à les voir là. Hein. Jack Doohan, Roy Nissany, on s'attendait peut-être un peu plus. Oliver Behrman et Frédéric Vesti, c'est quand même fou. Alors, qu'est-ce que tu as raté comme info du jour? Bah, on y reviendra un peu à la fin, puisque évidemment la preview est principalement sur la Formule 2, mais on viendra un peu sur les petites infos de la semaine aussi, avec plusieurs Français qui ont été annoncés en Freca, Victor Bernier, Matteo Capietto et Sami Mektounif, qui ont enfin signé, qui vont pouvoir commencer d'ailleurs leur première journée d'essai de pré-saison. Hein. C'est demain, ça commence bientôt la Freca aussi. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la Formule 2. Et évidemment, il faut parler du premier événement de ce week-end de Formule 2, Amaury Cordil, qui a reçu une amende déjà, reçu une amende de 5 000 € pour ne pas avoir suivi un module théorique sur les virtual safety cars. Donc genre, a priori, donc tous les pilotes de F2, ils doivent faire des petits MOOC, des trucs théoriques pour valider leur formation de pilote. Et Amaury Cordil, il s'est dit, bah tiens, flemme, flemme, je le fais pas. Et du coup, bah, enfin, en tout cas, j'ai envie de dire pour la première fois, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Mais voilà, Amaury Cordil, déjà une amende de 200 000 €, donc ça commence bien le week-end. Non, je crois pas qu'il ait de pénalité sur le permis à points. Je pense pas. Je pense pas. Sinon, salut à ceux qui rejoignent. Mais donc voilà. Il y a aussi MP Motorsport qui a aussi une réprimande aussi pour avoir fait des arrêts au stand illégaux. Enfin, en tout cas, à un moment où ils n'étaient pas censés le faire. Il y avait un meeting avec des pilotes, avec les directeurs d'équipe. Eux, ils ont fait un arrêt au stand, c'est illégal. Bon, voilà.
Mais sinon, non, ça va, il n'y a pas de grand bouleversement pour le championnat. Il n'y a rien de palpitant qui s'est passé sur la journée d'aujourd'hui, en tout cas pour la F2. Et voilà, pour parler de Jeddah, Jeddah, alors c'est peut-être un circuit urbain, si rapide, sinueux, très propice au crash, au safety car, voilà, comme je l'ai dit, aux décisions un peu bizarres de la direction de course. Mais en attendant, en 2021 et en 2022, la F2, toujours celui qui a fait la pole position et celui qui a gagné la course principale a gagné le titre par la suite. Donc en 2021, c'était Oscar Piastri. C'était à l'époque l'avant-dernière manche de la saison, hein, c'était en décembre, juste avant Abu Dhabi. Et en 2022, c'était Felipe Drugovich qui avait fait la pole plus la victoire. Et c'était déjà là en début de saison, c'était déjà la deuxième manche du championnat. Donc, va falloir suivre de très près ce week-end. Donc oui, s'il y a une victoire surprise de Nissany avec pole position, les statistiques montrent qui sera champion. Et jamais 203, patati patata. Bon, voilà, ça reste juste 2 éditions et je pense qu'on ne peut pas trop extrapoler dessus, mais c'est une statistique intéressante à montrer puisque c'est vraiment un circuit très particulier. Enfin, Isaac Hadjar l'a très bien dit aujourd'hui, d'ailleurs au site officiel de la Formule 2. Tu peux pas te préparer à ce circuit. Et je pense que d'ailleurs les redoublants vont partir avec un avantage assez conséquent puisque Jeddah c'est l'un des circuits les plus fous euh, en, en bien ou en mal, hein. Jeddah c'est vraiment particulier, mais on peut pas vraiment se préparer à ce circuit. Alors oui, on peut faire des tours de simulateur, on peut faire le track walk le jeudi et tout, mais bon, c'est extrêmement particulier. On est si proche des murs, on est presque aussi rapide qu'à Monza. Ouais, voilà, c'est un mélange de Monaco et Monza. C'est très 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 particulier. Mais ce circuit a beau être si particulier, a priori, il a l'air quand même de couronner les pilotes les plus rapides. Et voilà, donc Piastri et Drugovich. Ouais, il y a un côté Macao, ouais, ça se tient. Ça se tient, il y a un côté Macao. Bon, Macao a plus de charme, évidemment, côté historique et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que Jeddah, voilà, il y a eu 2 éditions, il y a eu seulement 2 éditions. Et pourtant, bah, ça devient un circuit assez incontournable. En tout cas, on sait qu'il va se passer des choses. On sait qu'il va se passer des choses. On sait qu'il va y avoir du drama. Et forcément, la F1, la F2, ils adorent avoir du drama un peu partout. On aime bien aussi en tant que spectateur, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Mais donc voilà, c'est quand même une statistique intéressante à noter. Et puis évidemment, alors dans le peloton, ça peut être le bordel. Ouais, c'est ça le souci. Je me rappelle d'ailleurs de la course alors de l'une des courses de Formule 2, je ne me rappelle plus laquelle, où il y avait eu que 5 tours sous drapeau vert. Et d'ailleurs, Piastri, quand il a gagné en 2021 la course principale, et qu'on voit qu'il a fait le meilleur tour au tour 5, c'est parce qu'il n'y avait que 5 tours. Donc, et que d'ailleurs, la moitié des points seulement avaient été attribués. Donc, voilà, c'est Jeddah. C'est Jeddah. On fait emprunter les pilotes dans le sens inverse de la voie des stands pour X ou Y raison. C'est Jeddah. Et évidemment, Jeddah, on doit forcément parler de notre leader du championnat, de notre pépite nationale, Théo Pourchaire. Pour qui à Jeddah, bah, ça n'a pas été tout rose, hein, comme le prouvent d'ailleurs ces 2 images. Théo Pourchaire à Jeddah, c'est la malédiction. En tout cas, c'est vraiment le circuit où il a les pires statistiques. C'est assez fou d'ailleurs, vraiment. En tout cas, sur les 2 éditions, sur les 2 week-ends de Formule 2 en 2021. Donc en 2021, il avait eu ce terrible crash au départ, alors qu'il partait troisième, il avait calé au départ et il avait eu, voilà, Enzo Fittipaldi lui était rentré dedans et ça l'avait même traumatisé pour la suite de la saison et puis même pour la saison d'après où il avait énormément de mal sur les départs. Il a l'air de régler ça en ce moment. Enfin, les départs ont l'air de se passer de mieux en mieux pour lui en tout cas. Et c'est vrai qu'avant la course principale, en course sprint, alors qu'il était dans les points, je me rappelle plus de la place exacte, mais oui, Théo s'était craché tout seul dans l'un des virages rapides. Voilà. Il avait quand même bien remonté lors de la course sprint 2. À l'époque, il y avait 3 courses. Il avait fait 6ème. Théo Pourchaire, il est rapide, hein, à Jeddah. Voilà, il avait fait 3ème des qualifications en 2021. C'était l'une de ses meilleures perfs en qualif. Mais pour l'instant, il y a toujours eu de la malchance. Et en 2022, enfin là, c'était vraiment toute la malchance de la saison résumée en un week-end. On a eu le crash aux essais libres qui, je crois, était de sa faute quand même. Donc voilà, il n'était pas non plus tout blanc sur ce week-end, mais
il y a un crash. Pendant les qualifications, le moteur qui a été changé, et bah, il rend l'âme aussi. Donc voilà, et donc il se qualifie à 4 secondes et demie puisqu'il n'a pas pu faire de tour rapide. Ensuite, on a une autre casse moteur. On a une autre casse moteur lors de la course principale. Et lors de la course sprint, à cause de toutes les safety cars, il a pu remonter qu'en 13e position. Donc, voilà le résumé de la carrière de Théo Pourchaire à Jeddah. Donc, je préfère vous le dire, si, ce serait quelque part logique que Pourchaire ne domine pas autant qu'il l'a fait à Bahreïn. Enfin, en tout cas, je n'attends pas de lui qui claque, qui claque la victoire avec 20 secondes d'avance. Je pense pas que ça va arriver. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il doit marquer des gros points. Il n'a plus le droit, malheureusement, à ses erreurs. Il est certes le leader du championnat, mais voilà, comme on l'a dit, pour jouer vraiment un baquet en F1, il n'a plus le droit de faire ses erreurs. Il a l'air d'être bien mieux maintenant au niveau confiance, niveau mental et tout. Il a l'air d'avoir fait un gros taf dessus pendant l'intersaison, et ça s'est vu à Bahreïn. Donc voilà, il faut pas faire d'erreur, espérer que la mécanique tienne. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, les freins d'ART sont un moins gros avantage qu'à Bahreïn. Ouais, bon, après il y a quand même toujours quelques freinages, mais c'est vrai que voilà, Jeddah c'est surtout le moteur. Voilà, c'est surtout le moteur, les lignes droites qui vont jouer, qui vont déterminer la performance. Donc il faudra aussi faire le bon réglage côté aéro, être quand même à avoir de l'appui dans les virages quand même pour pas partir et la mettre dans le mur comme lors des essais libres en 2022. Donc voilà, va falloir voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que si Théo Pourchaire fait le même week-end, ou même simplement prend la pole, gagne, je pense que là, on pourra se dire, ok, là je serai totalement convaincu et ça sera pas le truc de sur un week-end, sur un circuit particulier à Bahreïn, il a été le plus fort et tout. Franchement, s'il arrive à faire ce même genre de performance qu'il a fait à Bahreïn, s'il le fait à Jeddah, c'est vrai que là, ça sera pas la même. Et on prendra. Et je pense que même au niveau des équipes de F1, les équipes de F1 verront Théo Pourchaire d'un œil un peu différent. Enfin, en tout cas, il retrouvera totalement l'aura qu'il a un peu perdu lors de ces 2 dernières années. Voilà, et on le reverra vraiment comme un futur crack. C'est vraiment un week-end très intéressant. Et je pense qu'en fait, ouais, Pourchaire, il a beaucoup à gagner. Il a quand même beaucoup à gagner, puisque voilà, s'il arrive à triompher sur ce circuit qui est maudit pour lui, ça peut être assez important pour lui, surtout de vaincre cette malédiction et surtout pour lancer totalement, pour lancer sa saison. Et ensuite, on a Campos. Alors Campos, ils ont eu un week-end de Bahreïn assez fou. Voilà, où ils ont joué la victoire, ils ont joué les podiums, pas seulement avec Ralph Boschung qui est super expérimenté, mais aussi avec les deux pilotes Kouchmeini, qui lui aussi est rookie. Donc, Campos, Boschung, Meini, ça a été incroyable et ils sont leaders du championnat. Ils sont leaders du championnat équipe, devant RT, devant les Préma. Salut aux gens qui rejoignent dans le chat. Et oui, d'ailleurs, on me le fait remarquer dans le chat, ce qui est intéressant au calendrier 2023, c'est qu'il y a 4 circuits urbains sur les 6 premiers meetings. Alors du coup, je crois que tu comptes Melbourne. Tu comptes Melbourne dans les circuits urbains, ce qui est un peu le cas, mais pas trop. Enfin, c'est quand même un circuit permanent, mais bref, c'est un circuit en ville, bref. Voilà. Mahavir Raghumeni, bah non, pas du tout. Pas du tout. Kouchmeini, voilà, il a justement montré qu'il avait du talent. Il l'avait montré quelques fois en F3, mais c'était assez épisodique. Là, il l'a montré en F2 dès le premier week-end, où il a failli être le meilleur rookie, où il a frôlé son premier podium. Donc oui, franchement, Kouchmeini, qu'on mette du respect sur son nom. Mais honnêtement, voilà, c'est le vrai test. Alors du coup, mon prono pour le champion F2, alors j'ai déjà fait des vidéos dessus lors de la preview, moi j'ai envie de croire à Théo Pourchaire. J'ai envie de croire à Théo Pourchaire tout simplement. Mais voilà, j'ai fait des rediffs, c'est disponible sur la chaîne YouTube Percy VOD. Mais donc voilà, pour moi, Campos, c'est le vrai test. On a vu qu'ils étaient très performants à Bahreïn. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer et être vraiment une menace pour ART être une menace pour ART, pour Prema, puisque j'imagine que Prema va revenir dans le match, pour Douane, etc. F3, j'avais dit Zach O'Sullivan, mais bon, le week-end est mal parti pour lui. Mais bon, on verra ce que ça donne.
Voilà, donc pour en revenir à Campos, c'est intéressant puisqu'il y a eu beaucoup de performances différentes d'une année à l'autre, d'une année sur l'autre. En 2021, ils avaient fait leur premier podium. Ils avaient fait, enfin Bochung d'ailleurs, Ralph Bochung avait fait son premier podium lors de la course principale. Alors c'est la fameuse course à 5 tours. Euh, oui, on croit tous en Théo ici. Mais oui, donc c'était la fameuse course à 5 tours, mais voilà, Ralph Bochung, il avait fait son premier podium à Jeddah, donc c'est quand même un circuit où il peut être bon, où Campos peut être bonne, mais dans le même temps, en 2022, donc pas du tout dans le même temps, je sais pas pourquoi j'ai dit dans le même temps, mais en 2022, où, Campos n'avait marqué aucun point. Donc c'est très... En fait, c'est très dur d'analyser les performances des équipes en F2, enfin à Jeddah, puisque ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé d'une année à l'autre. Donc Prema avait ultra dominé, en tout cas avec Oscar Piastri surtout. Il avait vraiment dominé le week-end en 2021. Et en 2022, bah, Prema avait fait un week-end ok mais sans plus. Il y a aussi Auger qui avait été un peu embêté par la direction de course pour avoir enfin, en quelque sorte un peu trop bien suivi les instructions du directeur de course. C'était un peu le bordel. Mais, euh, et donc voilà, il y a les performances des équipes changent beaucoup. Par exemple, MP était nulle part en 2021, ils ont gagné en 2022. Hightech, Virtuosi et tout, c'est plus ou moins moyen, plus ou moins bien. Enfin voilà, c'est extrêmement dur en fait de savoir quelle équipe sera performante ce week-end. Alors dans un monde idéal, ART met encore 9 dixièmes d'avance sur tout le monde, mais honnêtement j'y crois pas. J'y crois pas. Voilà, Jeddah ça n'a rien à voir avec Bahreïn. Rien aussi par exemple la dégradation des pneus. La dégradation des pneus, ça sera pas du... non, alors ça sera moins un facteur que à Bahreïn. C'est un circuit beaucoup moins abrasif, en tout cas un tarmac beaucoup moins abrasif. Voilà, pour Ralph Bochung, alors bah voilà, comme je t'ai déjà dit, Ralph Bochung, voilà, c'est 27 ans, il a presque 100 départs en Formule 2. Il a l'air de bien s'amuser en Formule 2, mais c'est vrai il a fait son temps. Et surtout, j'ai quand même pas l'impression qu'il prenne la place à un jeune pilote. Voilà, il y a pas de jeune pilote qui mériterait d'être en F2 à sa place, par exemple. Tous les pilotes qui étaient en F3 ont réussi à passer en F2. Voilà, Ralph Bochung, il fait vivre l'équipe Campos. Il est pas mauvais, il est bon, mais voilà, il n'y a rien d'emballant. Il y a rien d'emballant dans Ralph Bochung. Il a un bon niveau désormais, ça c'est incontestable. Et c'est vrai que j'espère que ce sera sa dernière année, puisque voilà, c'est à terme, normalement, ça doit être une formule de promotion pour les jeunes pilotes. C'est bien beau, voilà, de se battre avec les jeunes pilotes et tout, mais voilà. Mais je pense même que ça peut être un très bon pilote, hein. Alious, bah ouais, pourquoi pas. Et ouais, sinon Adrien David, du coup j'ai vu la question dans le chat. Adrien David, bah c'est toujours le flou. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient incompréhensible. Maintenant, j'ai vu des rumeurs sur Discord comme quoi il pourrait refaire de la fréca. Je suis, ça serait, je serais dépité vraiment. Je serais dépité. Genre une quatrième année de fréca, ça serait n'importe quoi. Mais sinon, enfin pour moi, je crois toujours qu'il pourrait faire de la Porsche Super Cup avec Martinet by Almeras ou de la Porsche Carrera Cup France. Ouais, bah peut-être Fréca chez Saint-Éloque. En tout cas, moi j'ai parlé aux gens de Saint-Éloque. Ils m'ont pas, ouais, a priori, ils n'avaient pas l'air de savoir leur troisième pilote. Ils ont annoncé les deux autres pilotes, mais donc ça a pas l'air d'être chez Saint-Éloque. Mais enfin, je sais pas. Mais moi, je pense à la théorie GT Porsche Carrera Cup pour Adrien. Et vraiment, s'il repart sur de la Fréca, mais on est fatigué quoi. Après c'est sûr, ça sera sûrement gratuitement. Enfin, genre pour Saint-Éloque par exemple, ce serait une opportunité en or hein, d'avoir un pilote comme Adrien David, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Hein. On en reparlera pendant les nouvelles de la semaine. On reparlera un peu de la Fréca, des transferts des Français qu'il y a eu. Il peut toujours passer en F3 en 2024, mais avec quel budget? C'est le problème. Avec quel budget? Et le problème, c'est qu'il n'a pas accumulé d'argent avec ses titres. Il y a une bourse pour le champion, mais ça paye même pas un cinquième. Ça paye même pas un cinquième de la saison de F3.
Donc, euh, donc non, malheureusement, Adrien David en F3, ça ne peut pas arriver, à moins qu'il y ait un sponsor miraculeux. S'il y a quelqu'un dans le chat qui a 1 milliard d'euros et qui veut bien dépenser quelques millions pour soutenir un jeune pilote, bah go, allez-y, enfin, ça serait super. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de milliardaires présents dans le chat. Donc, Adrien David en monoplace, ça peut pas. 20 euros, bah c'est bien Roméo. 20 euros, bah écoute, tu peux les passer à Adrien si tu veux. Je pense qu'il en sera très content. Et voilà. Non, mais c'est beaucoup trop. Pour une saison de F3, c'est 1 million. Ça peut être c'est autour du million. C'est autour du million, plus ou moins selon l'équipe dans laquelle tu es. Donc voilà. Et puis pour aller en Formule 2, ça a plus du 1,5, 2 millions, parfois même 3 millions. Enfin, c'est des trucs fous, hein. Euh, et il est plus chez Alpine. D'ailleurs, Adrien David n'est plus chez Alpine, on me demande dans le chat. Alors, on a totalement dévié, hein, du sujet de conversation original, mais oui, donc ouais, pour Adrien David, ça va être compliqué. Et j'essaye de gratter des informations et tout, mais ça sera pas du WEC. Ça sera, enfin, de toute façon, le WEC, de toute façon, il est en cours, hein, donc encore heureux que c'est pas du WEC, sinon il serait un peu en retard. Ce sera pas de la F3, ce sera pas, c'est compliqué. Et oui, je sais ce que c'est. Je sais exactement ce que ça fait 1 million. Mais pourquoi il a quitté Alpine? Bah parce qu'il a pas de thune. Il a pas de thune et que Alpine, ils veulent des pilotes autonomes financièrement. C'est pas le cas de Victor Martins par exemple. C'est pas le cas de Victor Martins, mais comment dire, Victor Martins, il a gagné le titre F3. Donc en gagnant le titre F3, c'est impossible de lâcher Victor Martins. S'il continue à faire des performances comme ça, Victor Martins, c'est impossible que Alpine le vire. Par contre, Adrien David, il a fait des performances géniales, il a fait des courses géniales, mais il n'a pas été non plus, il n'a pas gagné. Surtout, en fait, il n'a pas gagné le titre, et c'est le problème principal. Et voilà, il a pu être mis sur la sellette beaucoup plus facilement, et du coup, il a été remplacé pour un vieux Hayden Neat, qui est plus sûrement là pour ramener des quelques millions pour financer justement la saison de Victor Martins. Voilà, les académies F1, c'est plus comme avant. J'en ai parlé dans un live précédent qui est aussi disponible sur la chaîne YouTube Percy VOD. Voilà, on avait un peu analysé les promos 2023 des junior teams de F1, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé et malheureusement, il y a des pilotes payants qui sont recrutés par des académies de F1 pour financer la carrière de pilotes moins riches, tout simplement. Donc c'est totalement le cas de Victor Martins qui fait partie de ces pilotes moins riches. Donc voilà, exactement. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur Percy VOD et à s'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Red Bull mis à part, ouais, Red Bull mis à part quand même. Red Bull, ils ont quand même gardé l'esprit original de soutenir vraiment des jeunes pilotes. Mais quand même, Red Bull paye moins qu'avant, de ce que j'ai compris. Red Bull paye moins qu'avant, il paye moins, en tout cas, il paye beaucoup la saison en elle-même, le championnat, les courses. Mais pour les essais, pour les tests qui sont faits à côté pour justement que les pilotes soient le mieux préparés, ils ne payent pas. Et Red Bull ne paye pas. Donc oui, voilà. Avec toute l'affaire Piastri, les académies sont beaucoup moins, enfin les constructeurs, les équipes de F1 sont beaucoup plus réticentes à donner de l'argent, à dépenser des millions et des millions. Enfin, d'ailleurs, l'affaire Piastri, ou même il y a eu d'autres problèmes avant, par exemple des pilotes qui n'ont jamais rejoint la F1, alors que Red Bull avait par exemple dépensé 9 millions, 10 millions sur des pilotes comme Michael Alechin, Michael Hammermüller et tout, des pilotes qui n'ont jamais été en F1. Voilà, c'était un gâchis d'argent pas possible. Donc forcément, voilà, ils ont réduit. Ouais, Red Bull, ça pourrait changer s'ils décident de se débarrasser d'AlphaTauri, le pit stop F1. On a fait une bonne vidéo cette semaine. Ouais, j'ai vu cette vidéo. Je suis globalement d'accord avec lui, mais je pense qu'il pourrait y avoir une option intermédiaire. Bah écoutez, voilà, il y a absolument, écoutez, on va passer sur cette scène-là, puisque ça n'a rien à voir avec le diapo, on ne parle plus du tout de Campos ou de Ralph Boschung, mais du coup, ouais, j'ai vu la vidéo d'Antoine sur la possible vente d'AlphaTauri, et c'est vrai que AlphaTauri, bon, forcément, c'est plus, voilà, c'est
c'est rien pour Red Bull, 9 millions. Non, non, on peut pas. Non, 9 millions, c'est quand même beaucoup. C'est quand même. C'est des sommes que les grandes entreprises comme ça ne veulent plus dépenser pour rien. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement derrière. Les entreprises vont pas dépenser 9 millions pour rien. Enfin, faut toujours qu'il y ait un retour sur investissement. C'est des entreprises. Il faut qu'il y ait un bénéfice. En 2010, Red Bull finançait 75% des saisons et le reste à charge des pilotes écuries. 75, bah ouais, du coup, bah, c'est peut-être à peu près similaire du coup. Du coup, pour en revenir sur la vidéo d'Antoine, parmi les potentiels repreneurs, en tout cas qui avaient été évoqués, il y avait trois repreneurs. Il y avait Andretti, Mumbai Falcons et l'équipe indienne, qui est d'ailleurs en lien avec, un peu en lien avec Prema en formule régionale, et Hightech. Et je pense que ça pourrait, si Hightech parvenait à racheter AlphaTauri, ça serait la solution parfaite pour Red Bull, car Hightech pourrait avoir sa propre équipe, voilà, enfin sa propre autonomie, sa propre indépendance, mais on sait que Hightech aussi, ils sont très proches de Red Bull. Par exemple, en Formule 2, Hightech, ils ont deux pilotes Red Bull, ils ont Isaac Hadjar, ils ont Jack Crawford, ils ont aussi Sébastien Montoya en Formule 3. Donc, ouais, voilà, c'est ça, Hightech, c'est les potes de Red Bull. Donc, ils pourraient quand même continuer cette formation de jeunes pilotes Red Bull. Et c'est vrai que d'ailleurs, si Hightech, je m'emballe un peu, hein, évidemment, je tire des plans sur la comète, hein, mais si Hightech, par exemple, il rachetait AlphaTauri, Hadjar, en qualité de ancien de pilote, de pilote Hightech et de pilote Red Bull, c'est vrai que ça serait le meilleur mix. Hein. Je pense que Hightech, ils arrivent peut-être pas à gagner, mais ils ont des moyens, ils ont énormément de moyens. Et d'ailleurs, il y a quelques années, c'est vrai, ils avaient déposé la marque déposée. Enfin, ils avaient, oui, comme on dit, ils avaient déposé la marque Hightech F1 Team ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un projet derrière. Et oui, voilà, je me rappelle plus quel était le sponsor, la régie pétrolière, ouais, des Émirats Arabes Unis. Donc Oliver Hawks, ancien pilote Red Bull, sérieux? Je savais même pas qu'il avait été pilote. Bon, c'est après Oliver Hawks, donc PDG d'Hightech. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire hein, pour Hightech, Red Bull. Ce serait vraiment le parfait compromis de garder une sorte de junior team tout en laissant Hightech de l'indépendance. Voilà. Je m'emballe peut-être beaucoup, hein, peut-être qu'AlphaTauri sera juste jamais vendu ou sera déménagé près de Milton Keynes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on peut en revenir quand même à où on en était. De base, on parlait Formule 2, on parlait Campos, on parlait Ralph Boschung. Tu crois plus à Martins ou à Jar? C'est ce genre de, je sais pas, c'est des débats. Je sais pas comment les répondre en fait. On peut pas vraiment savoir. Je dirais peut-être plus. Peut-être plus Adjar, il a peut-être un plafond de potentiel plus haut, mais actuellement je dirais que Martins est meilleur qu'Adjar car il a plus d'expérience. Mais ouais, et Adjar aussi a plus de personnalité. Enfin, voilà, on connaît tous, voilà, le caractère d'Isaac Adjar. Et c'est vrai que s'il arrivait en F1 par exemple, ça serait une vraie personnalité. Donc, donc ouais, voilà. Dans le doute, Luciano Morano, exactement, la relève du sport auto français du sport auto mondial, même je pense, Luciano Morano, dernier de F4 française et de F4 Emirati. Alors, mais I destroy the car, oh là là, oh le stress post-traumatique là en voyant en voyant ce message. Ah, non, non mais Isaac Hadjar, on verra ce que ça donne, on en reparlera. Bon, je vois, on va passer à donc Campos pour revenir globalement à ce que je disais. Campos, voilà, des performances très irrégulières à Jeddah en 2021, en 2022, des très hauts comme le podium de Bochum en 2021, des très bas avec 0 points l'an dernier. S'ils arrivent à performer sur ce circuit qui est totalement différent de Bahreïn, ça peut montrer vraiment qu'ils peuvent performer sur tout plein de circuits à la fois, et ça peut faire de Bochung une menace en fait pour le championnat. Personne l'avait prédit en début d'année. Tout le monde parlait de Pourchaire, Vesti, Auger, Berman, Martin Sadjar même. Mais du coup, il faut voir peut-être que les Campos peuvent être une menace. Je n'y crois pas vraiment personnellement, mais on sait jamais. C'est un week-end très intéressant pour eux. Euh, et évidemment, après avoir parlé du leader du championnat équipe,
Ouais, on parle vraiment de la possibilité Bochung champion. C'est fou, hein, on en est là. Mais Bochung, il est deuxième à 4 points de Pourchère. Il a fait deuxième, il a fait premier. Enfin, premier de la course sprint, deuxième de la course principale. Donc, bah, c'est logique de le mettre en lice pour le titre. Et c'est vrai que là, c'est le parfait profil, mais même c'est Latifi hardcore, là, hein. Enfin, c'est... Et ouais, je sais pas. Après, Latifi, son papa était déjà impliqué dans pas mal d'équipes de F1. Genre, il avait des actions chez McLaren, chez Williams. Bochung, en dehors de son sponsor un peu lunaire, c'est un peu débile. Oh, mais j'avoue, c'est comme si on voyait Hydro sur la, sur la voiture de Martin, ça serait exactement ça. Enfin, c'est. Bah, c'est pas Latifi sans pognon, vu que maintenant il a du pognon grâce à The Moon. Enfin, c'est une crypto-monnaie chelou, un truc de NFT bizarre. Donc, vu que les crypto-monnaies risquent de tous se casser la gueule rapidement, bah, je sais pas si son sponsor va tenir très longtemps, mais on verra. Pour l'instant, en tout cas, il aide beaucoup Campos, et ça fait plaisir, en tout cas, de voir cette écurie quand même mythique, Campos, au sommet à nouveau. Ils ont révélé tout plein de pilotes, comme un tout jeune pilote qui est arrivé en F1 il y a pas longtemps, Fernando Alonso, par exemple. Donc, pour Kouchmeni, il y a de la solidarité indienne. Oui, oui, totalement, totalement. Je trouve en tout cas, en fait, il est trop critiqué, Kouchmeni. Il est trop critiqué parce que, voilà, il est pilote indien, donc forcément, on l'assimile à Mahavir Raghunathan, etc. Mais Kouchmeni, bah, il peut être mauvais, mais il peut être très bon aussi. Donc, enfin voilà, ça peut être un très bon pilote. Faut qu'il trouve la régularité maintenant, et ça va être plus compliqué. En tout cas, en F3, c'était très compliqué de trouver de la régularité, mais parfois, il pouvait être plus rapide. Donc, oui, en plus, l'influenceur qui sponsorise Bochung, il se fait rappeler à l'ordre à chaque week-end par les commissaires. Alors, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, le seul qui s'est fait rappeler à l'ordre par les commissaires, comme je l'ai dit en tout début de live, c'est Amaury Cordil. Donc, voilà, Amaury Cordil qui commence ce week-end très très fort, hein. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, Amaury Cordil a reçu une amende de 5 000 € parce qu'il n'a pas suivi un module théorique sur les virtual safety cars. C'est un truc que tous les pilotes de F2 doivent faire. Et voilà, il a pas fait ce module, ce MOOC sur les virtual safety cars. Du coup, 5 000 € d'amende. Allez, on commence bien le week-end. Amaury Cordil, quoi. Bon, on va parler, après avoir parlé d'une écurie mythique, Campos, qui règne sur le championnat équipe pour l'instant, d'une petite marge sur ART, il faut parler de Prema. Prema, l'écurie la plus prestigieuse, la plus mythique, la meilleure normalement des formules de promotion, qui n'a marqué aucun point à Bahreïn, mais surtout qui est dernière, qui est derrière tout le monde. Enfin, c'est assez hallucinant. Genre, je sais pas si c'est arrivé beaucoup de fois récemment de voir Prema dernière d'un championnat. Mais du coup, voilà. Comme je le dis, il va falloir rebondir très vite. Il va falloir rebondir très vite. Et en plus, oui, c'est vrai qu'ils partent déjà avec un désavantage vu que Frédéric Vesti a 5 places de pénalité à la prochaine course, donc à la course sprint du samedi. Vu que pour l'accrochage, vous vous souvenez au départ, qui a impliqué notamment Roman Stanek, Richard Verschoor, Victor Martins malheureusement. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup d'ingénieurs. Ils ont perdu des ingénieurs qui sont pas mal allés chez MP Motorsport notamment. Et c'est vrai, ouais, je ne sais pas si Stroll est toujours actionnaire. Je crois pas que le papa Stroll soit toujours actionnaire de Prema. Mais du coup, ils ont perdu beaucoup d'ingénieurs. Mais voilà, Prema, ils sont toujours bons. Enfin, en F4, ils dominent. En Formule régionale, ils dominent. En Formule 3, ils dominent quand même. Enfin, bon, ils ont perdu le titre pilote, mais ils avaient le titre par équipe l'an dernier. Donc, enfin, je sais pas, normalement, il doit y avoir un système de promotion interne qui doit faire que quand t'es bon en F3, tu passes en F2. Enfin, les ingénieurs, c'est comme les pilotes, hein, souvent, pas tout le temps, mais voilà. Donc, non, je pense quand même, il doit quand même y avoir de très bons ingénieurs. Il y a aussi quand même le directeur en chef. Voilà, c'est exactement. Il y a toujours Guillaume Capietto. Il est toujours là. Donc, s'il est toujours là, enfin, voilà, c'est la même équipe que celle qui a sacré Oscar Piastri. Donc voilà, j'ai confiance. Moi, je sais que Prema va revenir. Ils ont des pilotes très compétents, très rapides. Frédéric Vesti et Oli Berman. Mais voilà, il faut avouer que Bahreïn a été un fiasco du début jusqu'à la fin. Et même alors qu'on pensait que Berman allait pouvoir sauver un peu le week-end, ses pneus se sont totalement effondrés. Donc il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir trouver quelque chose.
Pour relancer la machine, il y a pas encore, c'est pas encore la crise, hein, loin de là, on a fait qu'un week-end, hein, on se calme. Mais s'ils ne veulent pas que ART, que Pourchère, que Campos, Zayn Maloney, Carlin et tout ne prennent trop d'avance, il va falloir réagir dès maintenant. Ouais, Red Bull était dernier au championnat aussi. Après la première manche, dans un championnat de F1, il y a 22 manches. En F2, il y en a que 14. Et donc, bon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, surtout, Red Bull, enfin en tout cas, puisque c'est la comparaison qu'on met dans le chat, Red Bull, aussi, ils avaient montré qu'ils avaient de la performance. Genre, Verstappen, il se battait pour la victoire au premier Grand Prix. Vesti et Berman, ils se battaient pour les points. Vesti, je sais même pas, enfin, il se battait pour un peu pour un podium. Il était pas si loin du podium avant le crash au premier tour. Mais donc voilà, Prema va falloir réagir très vite, très très vite, sinon va y avoir un petit souci. Mais donc c'est vrai que voilà, Vesti va partir avec un désavantage, avec cette pénalité de 5 places. Ouais, gros souci de gestion des pneus, hein, ça s'est vu voilà, avec Berman. Mais justement, je pense que Prema a plus de chances de revenir vu que la gestion des pneus est moins importante à Jeddah qu'à Bahreïn. Voilà, c'est un circuit beaucoup moins demandeur en pneus, qui bouge beaucoup moins le pneu. Donc, si le souci principal de Prema c'était la gestion des pneus, ça devrait aller mieux à Jeddah. Après, Vesti, on en pense quoi? Il n'a pas le potentiel d'être champion, nous dit Ozoltar. Bah, je sais pas, ouais, enfin, très bon pilote, Frédéric Vesti, mais c'est toujours difficile. C'est difficile de le juger. Alors, pilote Mercedes Junior, quatrième de F3 en 2020 et 2021. Voilà, il est jamais à la rue, il est toujours là, il est toujours pas loin, mais bah il n'y a pas la petite étincelle qui nous fait dire, Ouah, celui-là champion, celui-là faut le mettre directement en F1. Comment ça il est pas en F1 encore? C'est pas euh, ouais, c'est ça. Vesti il est rapide, il a du mal à se démarquer. Bah c'est un peu ça. Après, il a eu sa première saison qui était quand même dans l'ombre de Théo Pourchère, mais il s'est quand même bien sorti hein, pour une première année. Il a fait mentir cette malédiction de la deuxième ART, qui est sûrement plus infondée qu'autre chose, qui faisait dire que que ART ne mettait des efforts, ne faisait performer qu'une seule voiture, la voiture du leader supposé de l'équipe, et que la deuxième voiture était dans les choux. Là, c'était pas le cas. Voilà, enfin, Frédéric Vestiaire a une saison très très honorable. Et maintenant, bah, deuxième saison, il est chez Prema, il doit jouer le titre au moins. Pourquoi est-il chez Mercedes? Ouais, à la limite, j'ai envie de dire, vous êtes dur, et aussi, bah, vous avez un peu raison, puisque bah, d'habitude, Mercedes a le nez plus creux. Je sais pas comment on dit ça. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ils ont le nez plus fin, genre tous les pilotes qui ont été dans le junior team Mercedes sont passés en F1. On a eu Ocon, on a eu Verlaine, on a eu Russell. Euh, donc voilà, ils choisissent quand même bien leurs pilotes. Mais là, c'est vrai qu'avec Vesti, voilà, il a été battu par Piastri, Sargent, Pourchère. Euh, voilà, en plus Piastri était rookie, comme Vesti à ce moment-là. Pourchère était rookie dans une moins bonne équipe. Enfin, il était pas chez Prema. Donc c'est vrai que et puis en plus, voilà, Vesti il est bon quoi, mais il est pas convaincant. C'est le truc. Alors que par exemple, quand on compare avec son coéquipier Oli Berman, bah Oli Berman ça a une ascension beaucoup plus météorique. Après, il a peut-être quand même brûlé les étapes un peu vite, je trouve Oli Berman. Il va peut-être avoir un peu de mal sur cette première année. Mais il est chez Mercedes pour se former au rôle de troisième pilote sur le long terme. Bah ça fait pas rêver, hein. Enfin, non mais je sais pas, non, Mercedes ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas besoin de ça avec tous les. Enfin déjà ils ont Schumacher. Genre, ils ont Schumacher en tant que troisième pilote. Donc oui c'est vrai que Vesti il avait pas mal de victoires, c'est vrai. Alors oui, il a de l'argent, mais je pense pas que c'est pas le facteur principal, hein. Vraiment, chez Mercedes, normalement, ils choisissent quand même très bien leurs pilotes. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Vesti-Berman, il y a une bataille très intéressante. D'ailleurs, on a vu en F3 que les batailles entre coéquipiers, ça y allait, qu'il y avait des contacts. Je serais vraiment pas étonné que Prema en F2, il y ait pareil entre Vesti et Berman. Entre le gars expérimenté, qui est censé être le leader d'équipe, et le jeune rookie fougueux qui arrive.
Donc, ouais, ils ont choisi Daniel Guinchard, c'est vrai, et qui s'était bien coûté, c'est vrai. C'est d'ailleurs le seul pilote qui est sorti du Mercedes Junior Team en n'étant pas allé en F1. Mais c'est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle. Pour l'instant, on verra ce que ça donne dans le futur. Mais donc, on va parler maintenant de nos Français. Russell était dans un cul-de-sac quand ils l'ont recruté. Ocon, surtout Ocon. mais oui, après, c'est des opportunités de marché. Bon, voilà. On va parler de nos Français maintenant. Isaac Hadjar, Victor Martins. C'est peut-être assez étonnant, mais comme on l'a dit, ils ont le même nombre de points. Ils ont tous les deux 6 points. Et ils sont, Martin c'est 9ème, Hadjar est 10ème. Mais c'est clair qu'ils ont eu deux week-ends totalement différents. Martin c'était peut-être le deuxième ou allez, troisième homme du week-end. C'est le seul qui avait été à moins de 9 dixièmes du poleman. On peut le dire comme ça, il a été à 7 dixièmes et demi de Théo Pourchaire en qualification. Et voilà, en fait, ça va être intéressant de voir aussi l'écart, comment l'écart évolue entre Martins et Pourchaire. Pendant les essais de pré-saison, pendant les essais libres, ils étaient toujours assez proches, mais pendant la qualification, il y a cet écart qui a bondi à 7 dixièmes et demi. Il va falloir voir si Martins il peut continuer, il peut enchaîner. Donc il a fait deuxième, il a fait troisième ensuite lors de la course sprint. La course principale c'était plus compliqué. Ah, j'avais pas entendu, mais Martin, c'est peut-être un peu planté sur son tour de qualif, mais voilà, en tout cas, ART avait des réglages assez exceptionnels, en tout cas à Bahreïn, et il va falloir voir comment ça se passe à Jeddah. ART n'a jamais été dominante à Jeddah, ça va peut-être arriver, mais en tout cas, ils n'ont pas cette réputation-là dans l'histoire récente. Donc va falloir voir aussi comment ça se passe vraiment dans le peloton. Il a montré qu'il avait de belles capacités, notamment pour dépasser, même dans la gestion des pneus. C'était très bien ce qu'il a fait, en tout cas pour un rookie, c'était vraiment bien, et ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir un premier podium pour sa première course de F2, donc c'était vraiment très solide, Victor Martins. Et bien entendu, il y a eu la déception du troisième, de la course principale, où il est impliqué dans l'accrochage au premier tour avec Vesti et compagnie. Et donc au final, ça ne fait que 6 points, et c'est très mal payé. C'est vraiment dommage d'avoir perdu autant de points à ce moment-là. Et il va falloir voir comment il arrive à rebondir. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment confiance en lui, puisque voilà, il a une expérience folle derrière lui, il a un bagage gigantesque qui va lui permettre de s'adapter à tout plein de situations quand des pilotes moins expérimentés, comme peut-être Hadjar, vont peut-être avoir plus de mal. Mais voilà qu'on y vient après, Hadjar Martins. Donc ouais, Martins va falloir voir comment ça évolue aussi face à son coéquipier notamment. Et il faut parler évidemment d'Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui a eu je ne sais pas comment vous qualifieriez le premier week-end d'Isaac Hadjar, puisque c'était bien, il y a eu des belles choses, mais quand même on a senti un manque de rythme général. D'ailleurs c'était le premier à le dire, hein. C'était le premier à le dire qu'il y avait un souci, enfin en tout cas que Hightech n'était pas assez performante. Rude apprentissage pour Isaac, juste mieux que Crawford. Ouais, non mais après, voilà, c'est ça, le meilleur point de comparaison qu'on peut faire pour Isaac, c'est son coéquipier, c'est Jack Crawford, vu qu'ils sont tous les deux rookies, et qu'ils sont tous les deux chez Red Bull en plus. Donc sur ça, pas de problème, Isaac a dominé du début jusqu'à la fin Jack Crawford, donc ça c'était vraiment solide. Mais c'est vrai que Hightech, on les a pas vraiment vus. On les a pas vraiment vus du week-end en fait. Alors il y a quand même eu la belle remontée de Isaac pendant la course principale, où il était sur une stratégie un peu décalée, il a pu faire de beaux dépassements en plus sur ses coéquipiers de Red Bull. Donc ça devait être quand même assez satisfaisant de remonter, de gratter quelques points et de limiter la casse, puisque en attendant, Hadjar il a 6 points, il a autant de points que Martins, il en a plus que Douane, plus que Vestier, plus que Berman. C'est pas mal, en tout cas c'est plutôt une bonne limitation de la casse, comme il avait déjà l'habitude de le faire en Formule 3. Ouais, ils ont pas trop. Les deux pilotes high-tech n'ont pas l'air d'avoir assimilé vraiment les pneus neufs. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, je pense que le focus qui devra être fait pour Hadjar, c'est surtout les qualifications. Puisqu'à partir du moment où tu t'élances dans le top 10, ça veut dire que tu pars devant pour la course sprint. Et donc que tu peux gagner plus facilement des points sur les deux courses. En plus, il y aura beaucoup de safety car, on imagine. Peut-être qu'il n'y aura pas le bon nombre de tours faits. Donc.
il faut vraiment partir devant. Donc ça va être intéressant. Et Isaac, d'ailleurs un peu comme Théo d'ailleurs, ses deux circuits de prédilection, c'est Monaco, donc le circuit urbain, le circuit sinueux, le circuit technique, etc. Et Monza, le circuit où on roule à fond, où c'est que des lignes droites. Là, Jeddah, c'est un mix des deux. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que, du coup, ça aide Isaac. Je m'emballe peut-être un peu, hein, parce que vraiment, Jeddah c'est peut-être une combinaison un peu de certains trucs de Monaco et Monza, mais c'est vraiment quelque chose de totalement différent. C'est aussi extrêmement long comme circuit, c'est extrêmement physique. Donc oui, et où la moindre erreur se paye vraiment, vraiment cash, en tout cas. Euh, voilà, je suis vraiment très intéressé de voir ce que va faire Isaac sur ce circuit très difficile. Je l'attends pas spécialement, puisque voilà, comme j'ai dit, pour un rookie, c'est peut-être pas le meilleur circuit pour briller. Je l'attends plus, d'ailleurs on pourra en parler dans les prochaines semaines, mais je l'attends plus par exemple pour l'Australie, pour Melbourne, puisque là c'est un circuit que tous les pilotes de F2 vont découvrir, quelle que soit leur expérience, ils vont tous le découvrir, donc ça va être intéressant. Ah, ça parie sur 2 safety cars au moins F2. Non, en vrai je parie sur plus. Après je sais pas, non, puisque les safety cars peuvent durer pas mal de tours, vu que les commissaires ne sont pas très entraînés et ont du mal un peu à évacuer les voitures. C'est vrai qu'il peut y avoir que 2 safety cars. Je sais pas, moi je dirais quand même plus. Je dirais quand même plus, mais voilà, Jeddah, voilà, j'espère que vous avez prévu quelque chose pour vous occuper pendant les drapeaux jaunes, pendant les safety cars, parce que voilà, ça va être ça pendant une bonne partie du week-end quand même, je pense. Donc oui. Et voilà, pour en revenir à la question dans le chat, à Clément Novalak. Clément Novalak, clairement, ce premier week-end mauvais. Premier week-end mauvais, il faut dire il faut dire les termes, malheureusement. Le week-end s'est pas du tout passé comme prévu, et c'est dommage, puisque le rythme avait l'air d'être là, en tout cas en essai libre, en essai de pré-saison. Le rythme était là, il dominait largement son coéquipier Roman Stanek, il n'y avait pas de soucis, il avait l'air capable de jouer le top 10, etc. Voilà, il y a eu des soucis un peu mécaniques, des soucis de frein d'ailleurs, de ce que j'ai compris. Mais surtout, il a pas. Enfin, même pendant les courses, alors peut-être que les soucis n'étaient pas vraiment bien réglés, peut-être, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Il partait de trop loin pour espérer quelque chose. Et surtout, bah, face à Roman Stanek, c'est pas bon. Enfin, oui, voilà, Roman Stanek, on l'a vu. Roman Stanek, il a pas marqué de points, non? Non, non, il a pas marqué de points. Il a pas marqué de points, mais voilà, Roman Stanek, on l'a vu devant. Novalak, c'était compliqué. Voilà, maintenant, je- Novalak, il faut qu'il arrive à retrouver assez rapidement les points. Voilà, il est normalement à l'aise dans cette équipe Trident. Il est à l'aise, il est dans un environnement où il est capable de performer. Il l'a montré en F3 avec cette équipe. Il a quand même fait troisième de F3 en 2021, c'est pas rien. Donc faut pas abandonner Clément, mais faut réagir. Faut réagir parce qu'il faut lancer sa saison le plus vite possible en tout cas. Globalement, je pense j'ai à peu près fini cette petite preview de la Formule 2, des choses principales en tout cas à voir. J'ai pas parlé de Jack Doohan par exemple, puisque c'est globalement un peu la même que pour Prema. Non, en fait, non, c'est même pire en fait. Parce que Prema on les avait vus contre Jack Doohan, on ne l'a pas vu du week-end, toujours en dehors du top 10. Et voilà, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques sur la F2, je pense qu'on va pouvoir passer aux petites nouvelles de la semaine. Et évidemment à la flopée d'annonces qu'on a eu en Freca. Euh, Peut-être parler de Dams, Carlin. Difficile à dire, ils ont eu Dams et Carlin. Alors il y a un fan de Maceo, oula, il y a un fan de Maceo hardcore pire que moi quoi. Mais Dams Carlin, pas grand chose à dire, c'était des bons week-ends sans plus. Moi je suis surtout intéressé de voir Arthur Leclerc s'il va pouvoir continuer à concurrencer Iwasa de la sorte, puisque c'était bien, il y avait trop d'erreurs, trop de déchets surtout. Mais c'était bien, c'était quand même très bien pour un début Arthur Leclerc. Et Carlin, bah, Fittipaldi, bouge-toi, il faut se bouger puisque Zen Maloney est en train de te mettre une pilule. Donc sinon pour la Freca, donc Freca, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Freca c'est le niveau juste en dessous de la F3. Donc il y a F1, F2, F3, Freca, qui est un peu la Formule 3 européenne, la formule régionale européenne par Alpine. Il y a 36 pilotes, 32 ont été annoncés pour le moment.
avec notamment une dizaine ou une quinzaine qui a été annoncée vraiment dans les 2-3 derniers jours. Le premier jour d'essai de pré-saison se déroule demain à Barcelone. Et il y aura même des essais au Paul Ricard le 21 et 22 mars, auxquels malheureusement je n'assisterai pas cette année, à mon grand regret, mais je dois un peu me concentrer sur mes études parfois aussi. Mais donc je ne serai pas là. Mais voilà, il y aura énormément de Français. Il y a Freka, c'est international. Ouais, c'est européen, donc c'est pas mondial comme la F3 et la F2, mais c'est européen, donc c'est international. Il y a plusieurs nations quoi. Euh, mais donc euh, mais donc voilà, sur les 32 pilotes annoncés, pour l'instant, il y en a 6 ouais, il y en a 6 qui ont été annoncés, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc voilà, évidemment, j'ai envie de commencer à parler de Matteo Capietto. Mon prono sur l'Africa, Antonelli. Antonelli tous les jours, puisque ce gars est trop fort. Andrea Kimi Antonelli a beau être rookie, normalement c'est le favori pour le titre, même s'il y aura des redoublants très bons, très forts, comme Tim Trabnitz, chez Air Ace, comme Cass Havercourt, chez Van Amersfoort, qui méritait totalement d'ailleurs de passer en Formule 3, mais qui, comme Adrien David, n'a pas le budget. Mais voilà, Andrea Kimi Antonelli, c'est le favori. Surveillez aussi Raphaël Camara. Pour Masseo, moi Masseo, j'ai énormément d'espoir en lui. Pour moi, c'est vraiment peut-être l'un des tout meilleurs Français, peut-être le meilleur Français actuel, en tout cas engagé en Freca. Ouais, la puberté a frappé Capietto, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Ça s'est surtout vu, ouais, ces 12 derniers mois, quoi, globalement. La Freca commence, la Freca commence mi-avril. Je ne saurais pas te dire, oh, quelle honte. Le rédacteur Freca qui ne sait pas répondre à cette question. Je ne sais pas. C'est mi-avril, quoi. À peu près. Donc non, il y a quand même un mois et puis il y aura toutes les journées d'essai. Il y aura 6 jours d'essai de pré-saison avant ça. Mais donc du coup voilà, ça commencera dans un peu plus d'un mois. Merci de vérifier pour moi, Thiago. Mais donc voilà, Masseo, j'ai énormément d'espoir en lui. Peut-être l'un des meilleurs, le meilleur Français engagé en Freca. Et il passera donc de la petite équipe Monolight qui était totalement à la dérive. Et il passera à la nouvelle équipe RPM, équipe irlando-italienne, ancienne équipe d'ailleurs de Pierre-Louis Chauvet et de Owen Tangavelou, de deux Français. Et donc Matteo Capietto, voilà, il a réussi à réunir le budget, c'était la principale crainte, puisque malheureusement Matteo Capietto il ne roule pas sur l'or, même si son papa est directeur technique chez Prema en Formule 2, il ne roule pas sur l'or. Donc ça commence le 22 avril à Imola, ok, merci. Ses coéquipiers chez RPM seront Santiago Ramos et Adam Fitzgerald. Pas grand chose à attendre de Adam Fitzgerald. Par contre, Santiago Ramos avait l'air pas mal lors des essais, donc à surveiller le Mexicain. Mexicain d'ailleurs soutenu par Sergio Perez, non pas par Sergio Perez, mais par Carlos Slim et compagnie. Donc lui, le budget, ça y va. Mais donc Matteo Capietto, il rejoint RPM et c'est une équipe vraiment extrêmement prometteuse, voilà, qui a une courbe de progression très ascendante. Donc, j'ai envie de croire qu'il pourra jouer souvent les points même. J'espère voir Matteo sur des podiums. Je pense qu'en tout cas, il en a la possibilité. Voilà, on sait aussi qu'il est très occupé aussi par ses études d'étudiant ingénieur à l'Estaca et tout. Donc, pour moi, ça va se jouer entre Antonelli et Matteo. Je suis pas biaisé, mais celui qui va gagner a des lunettes. Mais non. Enfin, c'est. J'adorerais qu'il y ait une bataille Antonelli-Capietto et que victoire de Capietto. Mais honnêtement, RPM, c'est une équipe qui progresse énormément, certes, mais c'est pas non plus du niveau de Prema, de ART, ou même de Air Race. C'est une équipe très jeune qui est très inexpérimentée. Mais Matteo Capietto, si déjà s'il peut faire un top 10 au championnat, ça serait déjà une grosse performance, même top 5, la folie quoi. Je vois pas du tout jouer le titre, pas à cause de ses compétences à lui, vraiment, puisque pour moi c'est l'un des meilleurs pilotes français actuels de formule de promotion, et surtout avec un bagage technique énorme, hein. Enfin voilà, enfin Matteo Capietto, ça force le respect, il a sauté 2 classes, il est à l'Estaca, et aussi c'est aussi un truc qui me fait dire qu'il pourra pas non plus jouer devant, il sera peut-être pas à 100% de ses capacités tous les week-ends. Je me souviens quand je lui avais parlé la dernière fois au Mugello, il me disait que le week-end précédent à Barcelone, bah ça s'est pas super bien passé puisque
Ça s'était pas super bien passé parce que bah, il avait dû taffer des cours à l'Estaca, il avait dû taffer jusqu'à 2 heures du matin, du coup, bah, pour la course, il était pas en forme. Bah, tu m'étonnes que t'étais pas en forme. Euh, Enfin voilà, il fait beaucoup de choses en même temps, parce que évidemment Maceo malheureusement à cause du budget n'est pas sûr de continuer de faire carrière en tant que pilote. Du coup il prépare la suite, enfin, il prépare la suite en tant qu'étudiant ingénieur. Et oui, c'est en 2006, donc c'est l'un des plus jeunes. C'était le Benjamin de l'Africa l'an dernier. Ça ne sera plus le cas, du coup ça ne sera plus le cas maintenant. Mais donc voilà, Maceo Capito, très jeune, gros bagage technique, grosse pointe de vitesse, il l'a montré en F4 France, il l'a montré aussi en Freca avec Monolight, qui était vraiment l'une des pires équipes avec des coéquipiers catastrophiques. Donc voilà, Maceo Capito a surveillé, vraiment gros step en avant avec une bien meilleure équipe. Donc voilà, j'espère il pourra jouer devant assez souvent. La FFSA et Radin, on me dit dans le chat, bah un peu oui, mais enfin un peu oui, enfin c'est. Après, la FFSA n'a pas non plus argent illimité, hein. Ils soutiennent beaucoup pour cher, ils soutiennent Adjar, ils soutiennent Martins. Après, ils peuvent pas soutenir tous les pilotes. Mais je suis d'accord que, par exemple, enfin, pour moi, ils devraient soutenir plus de pilotes. Ils devraient soutenir des pilotes bien ciblés, en tout cas ceux qui n'ont pas vraiment le budget, voilà, comme Maceo, mais malheureusement, c'est pas le choix qui a été fait par la FFSA. Euh, Oui, d'ailleurs, enfin, oui, ils font les mêmes erreurs que par le passé avec Romain Dumas ou Ocon, c'est ça. Enfin, ils soutiennent pas des pilotes avec des contrats F1, en tout cas, parce que par exemple, ils soutiennent Alessandro Giusti, dont on n'a pas encore parlé, mais ils soutiennent des pilotes genre qui finissent dans le top 3 ou dans le top 5 de leur championnat. Et donc, bah forcément, Massimo Capito, quand tu roules dans une monolight, tu veux pas faire top 3 ou top 5 du championnat. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ah, Actu F2, malheureusement, tu arrives un peu tard. Tu arrives un peu tard, mais j'étais en train de me dire dans ma tête, est-ce que je peux te faire un résumé de tout, mais bah, c'est compliqué de faire un résumé de 50 minutes. Euh, mais, euh, mais oui, globalement, j'ai dit que pour Cher, oui, enfin, s'il arrivait à performer maintenant, c'était absolument génial puisque c'est le week-end. D'ailleurs, tu as fait un très bon article pour Secteur F1 sur le sujet. T'as fait un très bon article sur le sujet que voilà, c'était un peu l'endroit où Théo était maudit. Et donc, s'il arrive justement à performer là, à Jeddah, ça serait fou. Mais voilà. Mais oui, évidemment, il y aura la rediff sur Twitch et sur YouTube dès demain, j'imagine. Donc voilà, Masseo Capito qui a été annoncé chez RPM, c'est une très bonne nouvelle. Paul Aron, bah, comme je l'ai dit aussi dans mes précédents lives, bon pilote, un peu dans la même catégorie que Vesti, irrégulier, qui peut être très très bon. Voilà. Je sais pas non plus pourquoi Mercedes l'a recruté, mais non, non, c'est un très très bon pilote, mais c'est vrai que par exemple, je vois son coéquipier Beganovic un peu au-dessus. Mais voilà. Et donc on a aussi deux autres Français qui ont été annoncés cette semaine avec Victor Bernier et Sami Mektounif chez MP. Victor Bernier, petite fierté personnelle, je le savais depuis, depuis octobre, je l'avais annoncé dans mes articles sur Feeder Series, donc ça s'est confirmé, il a extrêmement bien fini la saison chez FA Racing, l'équipe B de MP qui n'existe plus d'ailleurs, hein, qui a été reprise par Saint-Eloc. Il avait fini avec un magnifique podium en résistant à Dino Beganovic. Donc voilà, Victor Bernier, il faut confirmer, il a montré qu'il pouvait être très rapide, on sait qu'il peut être très rapide, il l'a montré lors de ses années en F4, maintenant il faut l'être plus souvent, et voilà, s'il arrive à tout mettre bout à bout, je suis sûr qu'il peut jouer devant, il peut jouer le top 5 au championnat aussi. Petit doute quand même sur MP qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais donc voilà, ce sera surveillé. Et donc il sera le coéquipier de son grand ami, Sami Mektounif. Donc c'est très cool de voir les deux Français ensemble. Ils s'entendent super bien et ça va être il va y avoir une bonne ambiance dans MP Motorsport en tout cas. Donc oui voilà, Sami Mektounif, allez salut Arnaud et merci d'être passé. Et donc oui, Sami Mektounif, très irrégulier, sûrement plus que Victor Bernier encore. Qui parfois a des hauts très hauts et des bas très bas. Voilà, on l'avait suivi un peu cet hiver en Formule régionale Moyen-Orient. Il a réussi à faire une victoire, il a fait un autre podium, il a fait deux pole positions.
Et parfois, bah, il y a des 14e places, parfois il y a il y a des trous d'air comme ça, et c'est vrai que l'an dernier, pour sa saison de rookie en Freka, il y avait plus de trous d'air que il y avait plus de trous d'air que de haut. Donc maintenant, sur une deuxième saison, plus d'excuses, il faut trouver la régularité. Par contre, contrairement à Bernier et Capito, Sami Mektounif, il a l'air d'être bien entouré, en tout cas au niveau financier, et c'est vrai qu'il a, à mon avis, en tout cas, plus de chances de passer en Formule 3 bah, à l'horizon 2024. Donc voilà, s'il te plaît maintenant Samy, sois régulier. Et je sais qu'il peut en être capable, hein, il peut en être capable. Mais voilà, c'est la régularité, c'est vraiment le point important à chercher maintenant. Et sinon, on a eu beaucoup d'autres pilotes annoncés. On a eu Tim Pramnitz, notamment chez Air Race. On a beaucoup d'autres pilotes, certains pas très intéressants. Et sinon, pour parler d'autres news, il y a un rookie ultra intéressant chez Virtuosi en F4 britannique. Je me demande de quelle nationalité il est. Non, oui, il est belge et il s'appelle alors je sais pas comment le dire, Douve de Decker, quelque chose comme ça, Douve de Decker. Donc oui, alors j'ai pas vu ce que donnaient ces tests, puisqu'il y a des tests de pré-saison F4 britannique, mais c'est vrai qu'il y a un Belge, outre-Manche, qui fera ses débuts en monoplace, qui a une bonne carrière en karting, enfin voilà, ça fait pas sauter au plafond non plus, mais voilà, en karting, il y a des pilotes belges, il y a des pilotes belges intéressants, comme Thibaut Raemakers. C'est le problème des pilotes belges, je sais pas dire leur nom, c'est le souci. Mais Thibaut Raemakers, il a récemment gagné, donc il a gagné le week-end dernier en Oka Junior. Donc ouais, il y a l'air d'avoir quand même un peu de relève côté belge. On est dans un petit creux générationnel, même un gros creux générationnel, désolé. Et oui, en vrai, je vais faire un live de preview Freka, hein. Vous en faites pas, ne vous en faites pas. Mais oui, voilà, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. On fera d'ailleurs une émission le vendredi prochain. On va enregistrer une émission vendredi prochain avec Feeder Series qui sortira sur la chaîne YouTube avec Chris McCarthy, donc le commentateur d'Africa, sur la chaîne YouTube de Feeder Series. Relève, il n'y avait rien à relever. Bah quand même, il y a eu des très bons pilotes belges, hein, Jackie X, même Stoffel Van Dorn, hein, en soi plus récemment. Il y a quand même, voilà, c'est pas rien. Thierry Boutsen même, voilà. C'est juste que voilà, vous êtes dans un très grand creux générationnel, et c'est vrai que nous Français, on a un peu plus de chance sur ça. J'en pense quoi de Nicolas Tsoloff? Je sais pas si c'est un crack générationnel, mais c'est un très très bon pilote, très prometteur, très talentueux. Mais comme je l'ai dit très souvent, il grille les étapes, il brûle les étapes un peu trop vite, et c'est pour ça qu'il a galéré lors de son premier week-end de F3. C'est logique, ça nécessite un temps d'adaptation de passer de la F4 à la F3 sans rien avant, avec rien entre les deux, avec pas de formule régionale avant. Donc évidemment, pour moi, c'est une mauvaise décision de Fernando Alonso, puisqu'il est managé par Alonso, de le faire passer en F3, mais voilà, je pense quand même qu'il est extrêmement rapide et que de toute façon, voilà, s'il a le talent, il va performer tôt ou tard, hein, voilà. Et je pense même d'ailleurs, je pense même que sa saison 2023 à Tsoloff, elle peut totalement finir comme une saison à la Pourchère 2020, où il avait eu un premier week-end assez compliqué, et au final, voilà, il avait fait vice-champion. Bon, je vais pas répondre à toutes les questions sur tous les pilotes de F3 parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a la chaîne YouTube Percy VOD où je suis revenu un peu plus en long, en large. Pense au creux des Argentins. Alors c'est vrai. Bah après il y a Colapinto qui arrive et c'est à peu près tout. Ouais, c'est vrai que c'est à peu près tout. C'est vrai que dit comme ça. Et pour moi, Colapinto c'est pas un crack, donc enfin c'est un très bon pilote, mais voilà, ça fait pas rêver non plus. Mais donc voilà, on se dirige évidemment vers la fin de ce live, puisque je ne vais pas revenir sur toutes les annonces de Freka, on le fera sur la chaîne YouTube de Feeder Series, mais j'avais envie de parler des annonces de nos trois pilotes français, Victor Bernier, Sami Mektounif et Matteo Capieto, qui rejoignent du coup Marcus Amand et Alessandro Giusti, qui ont déjà été annoncés chez ART et chez G4 Racing. Et donc évidemment, on a le programme de la F2. Ils ont des gros creux entre la 77e et la 82e. Ah, j'aurais préféré que ce creux-là soit beaucoup plus grand, mais bon, on ne peut pas refaire le passé.
Donc voilà, le programme de la F2, on a donc les essais libres demain à 11h55. C'est pas diffusé sur Canal, seulement sur Sky Sports, sur la F1 TV. On aura les qualifications à 16h qu'on suivra. On pourra suivre sur la chaîne Twitch ensemble pour voir, parce que c'est vraiment une qualification assez décisive. Donc on la suivra sur la chaîne Twitch demain. On se donne rendez-vous vers 15h45, 15h50. Course sprint le samedi à 16h10 et la course principale évidemment le dimanche à 14h15. Donc on va faire un live aussi. Et aussi, alors je sais qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans le chat puisque évidemment on s'est dirigé un peu vers la fin du live. Est-ce que ça intéresserait des gens, des lives un peu nocturnes pour l'Australie, parce que justement on va avoir des courses au beau milieu de la nuit et je sais que pour certains ça va peut-être pas être très évident à tenir. Donc je sais pas, j'envisage peut-être de faire des lives nocturnes. Ouais, alors les courses à 4h du mat, attends, je ressors le programme. Les qualifs ça va. Les qualifs c'est à 6h du matin, 9h30 du matin, ça va. Par contre, le samedi, course sprint de F3 à 4h30 du matin. Course sprint de F2 à 6h25, ça va, c'est déjà ça. Et surtout, le bouquet final, c'est le dimanche, avec la course principale à 1h05 du matin de F3 et la course principale de F2 à 3h35. Je sais pas si on fera les deux. Je sais pas si on fera samedi et dimanche, parce que j'avoue que le samedi c'est peut-être un peu plus simple. Vu qu'il y a moins de creux entre la F3 et la F2. On pourra peut-être s'occuper, parler de Préca, F4, parler de plein de choses. Par contre, la F2, c'est vrai qu'il y a des creux énormes entre la F3 et la F2. Voilà, on en reparlera, mais j'avoue que faire des petits lives dans la nuit du vendredi à samedi pour suivre la F3 et la F2. Et oui, j'ai pris en compte l'heure. Attends, il change d'heure aussi l'Australie? Oh non. Non, mais en tout cas, j'avais pris notre changement d'heure, en tout cas, normalement. Mais normalement, bah sinon, au pire, c'est à 1h près, hein, donc du coup, bah, on commencera à 3h30 au lieu de 4h30, mais normalement, j'avais fait mes petits calculs. Mais c'est vrai que maintenant, bah, tu me mets le doute toi aussi. Super, super. Merci. Mais voilà, c'est sûr que ça va être un peu folklore, donc on verra ce que ça peut donner. Euh, mais c'est chiant aussi l'heure d'été, enfin l'heure d'été, l'heure d'hiver. Depuis tout petit, on nous dit que c'est la dernière année et au final, ça continue. Je comprends, bah, je n'ai jamais compris ce délire. Mais donc voilà. Je pense qu'on se dirige vers la fin du live. Donc voilà, vous avez les horaires pour la Formule 2. On se retrouvera en live demain à 15h45 et pour la course principale dimanche à 14h. Et évidemment, on se retrouvera le lundi soir à 18h30 pour faire un débrief, en espérant qu'il soit aussi joyeux que le précédent où forcément bah, on avait parlé de la masterclass absolue de Théo Pourchère. Si on peut refaire la même, moi ça me va. Moi ça me va. Euh, mais donc voilà, aussi jeudi prochain, on aura j'essaierai en tout cas normalement de faire un live le soir même sur la F4 française. Donc évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais ça peut être intéressant en tout cas de parler des 26 pilotes engagés. Donc je sortirai du Mans, je serai au test de pré-saison, au dernier test de pré-saison avant le début de la saison de F4 française. Donc voilà, jeudi prochain, ça pourrait être intéressant de voir ça. Et évidemment, il y a un Belge, Yannis Steven Haydens, qui a fait des bons débuts, mais il y a évidemment beaucoup de jeunes Français très prometteurs, notamment Evan Gilter. Il y a aussi Enzo Peugeot et Romain Andriolo. Et aussi, il y a l'un de mes autres chouchous qui n'est pas français, mais qui est canadien et coréen. C'est évidemment Kevin Foster, le lauréat de Field Racing, donc l'école de pilotage de Jacques Villeneuve et de Patrick Lemarié, qui fait des très très bons débuts. Donc voilà, moi Gilter et Foster c'est dans mon cœur. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Hydro a défié Théo de faire le signe Jules s'il gagne une course, il l'a pas fait à Bahreïn. Ah, sérieux? Ah mais oui, c'est vrai en plus. Mais oh, c'est sûr qu'il va le faire. Théo c'est un, j'allais dire c'est un Marseillais. Enfin, il est pas de Marseille, mais voilà, il aime bien tous les trucs de Marseille, genre OM, Joule et tout. Je sais je sais qu'il aime bien. Après, c'est pas évident quand tu gagnes une course de penser à faire le signe de Joule. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le premier réflexe. Ouais, je mets Hydro, l'influence qu'il va avoir sur les pilotes ART, c'est terrifiant. Bon,
Allez, bah on espère en tout cas, on espère voir ces célébrations, on espère voir les célébrations de Victor Martins, de Théo Pourchère, peut-être aussi les célébrations d'Isaac Adjar, de Clément Novalak, et voilà. En tout cas, c'est un très beau week-end de F2 qui nous attend, et nous, on se retrouve sur Twitter évidemment, et dès demain à 15h45 pour suivre la qualification de Formule 2. D'ici là, je vous passe une bonne soirée. Il y a le live de Canal Plus sur Canal Plus Sport sur la F1 avec notamment Antoine Bedu. Donc le pit stop, je ne peux que vous recommander d'y aller. D'ailleurs, je vais certainement y aller à mon tour sur la F1, sur une preview du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Vous enchaînez F2 F1, c'est parfait. Allez, moi d'ici là, je vous dis à demain. Salut!